établir, je dirais, une compréhension générale de ce qui est l'Union européenne. Alors, pour commencer, tout vite, qu'est-ce que l'Union européenne? Tour de table, le quiz, hein, pour attirer l'attention, la concentration sur ce qu'on va présenter aujourd'hui. C'est quoi l'Union européenne? C'est un union multinationale. C'est un Union multinationale. Ouais. D'accord. Ivan, c'est Oui. quoi l'Union européenne? C'est une union de plusieurs pays sur le territoire, sur le continent européen. Une union économique, politique. Il y a aussi l'aspect de la citoyenneté européenne. Donc, D'accord. les institutions européennes, vraiment, c'est un ensemble d'institutions, de règles, d'unions. Voilà. D'accord, merci. Chers collègues, c'était quoi votre prénom? C'était Christian. Christian. C'est quoi l'Union européenne? Je dirais une alliance de pays Mhm. pour tout ce qui est économie Bonjour. et créer des lois dans le continent. Oui. D'accord. Victor. Oui, l'Union européenne, c'est une union de plusieurs continents qui nous permet plusieurs avantages, qui nous donne plusieurs avantages, dont la mobilité entre chaque État membre libre et les trucs comme ça. Donc, bien, donc 4 collègues déjà avec certaines définitions de ce qu'est l'Union européenne. Mais tout le monde a quand même commencé avec le mot. C'est une alliance, c'est une association, c'est un groupement de pays européens. Je suis tout à fait d'accord. Pour les collègues qui viennent de nous joindre, on commence l'étude approfondie de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, par le biais d'une meilleure compréhension de ce qui était l'histoire derrière la construction de ce qui est l'Union européenne aujourd'hui. Donc j'aimerais quand même vous poser encore une question. Apparemment aujourd'hui, l'Union européenne est le résultat d'un certain processus, je dirais, d'unification. Hein, si on crée une union, apparemment il s'agit d'un processus d'unification. Êtes-vous conscient de pareils processus d'unification qui ont forgé la création des États, des fédérations, des confédérations contemporaines, hein, en dehors de l'Union européenne, en dehors de cet exemple qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des connaissances sur des processus pareils? Oui. Oui. Les connaissances concernant ce sujet, oui. Oui, non, d'accord, allez-y. Généralement, l'idée de fédéraliser l'Union, c'est un sujet discuté les années plus récentes, mais c'est une idée qui est discutée après la création de l'Union. Et plus récemment, l'idée a se transformé aussi en partie de créer une fédération des
pays membres qui sont plus motivés et plus adaptifs, D'accord. et de créer comment se dire, des étapes, de joindre La fédération. la fédération, oui. Par exemple, de fédéraliser les pays du Benelux, Allemagne et France, et les autres pays d'avoir la même participation comme dans l'Union européenne, et aussi une étape pour les pays candidats ou des alliés étrangers. D'accord, c'est un petit peu bizarre ce que vous venez de me présenter, mais bon, il y a aujourd'hui un discours, une discussion plutôt même politique, non seulement un discours général. Est-ce que parmi les 27 pays membres de l'Union européenne, il y aura quelques-uns qui vont former une fédération entre eux et que le reste des pays européens, membres de l'Union européenne, qui ne sont pas prêts ni adaptifs à joindre à cette fédération, ils auront l'opportunité de le faire dans le futur. Hein? Vous avez entendu parler tout récemment de cette initiative donc de 6 pays, donc non spécifiquement la France, l'Allemagne et les Benelux, mais plus spécifiquement la France, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, oui, la Belgique et Luxembourg en quelque sorte, de former un noyau dur de fédéralisation pour aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui comme un niveau d'intégration des politiques et de l'économie parmi les 27. Mais ce n'était pas ma question. Je me pose la question, est-ce que dans l'histoire humaine, vous savez que différents pays aujourd'hui existants, faites attention, ils peuvent être en forme de fédération aussi, est-ce qu'ils sont le résultat d'un processus d'unification de différentes entités qui à la fin ont formé un pays actuel? L'Allemagne, par exemple. Oui. L'Allemagne, par exemple, parce qu'elle aujourd'hui a une fédération, auparavant, elle est composée de quel type d'unité? Je ne sais pas si le mot État c'est le plus adéquat, mais des petits États, micro-États. Il y a la Prusse, par exemple. Donc c'est plusieurs petites cités-États, surtout autour des plus grandes villes. Et après, au 19e siècle, ils décident de se réunir tous sous la République d'Allemagne. Ouais. D'accord. D'autres exemples? Donc, je pense de la Belgique parce qu'elle est créée de deux régions principales, les Flandres, je pense la partie hollandaise, et la Wallonie, la partie française. D'accord. D'accord. Pourtant, oui, aujourd'hui, la Belgique est une fédération aussi, mais elle fut formée par une décision des grands pouvoirs européens. Ce n'était pas ni le résultat d'une unification en bas qui venait de la volonté des citoyens qui habitaient les deux régions, mais c'était une décision stratégique, géopolitique prise par les grandes puissances européennes au début du 19e siècle. D'autres exemples? Je dirais l'Allemagne encore, mais plus tard. Je dirais l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Oui, l'unification de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de... C'est non violent, celui-là. Oui, c'était une unification tout à fait paisible, mais qui était d'ailleurs paisible parce que
l'Allemagne de l'Ouest faisait partie de l'Union européenne, pas encore transformée en Union, mais c'était la communauté européenne, et que cette unification elle devait être négociée avec le reste des pays qui étaient membres de la communauté européenne. À cette époque-là, ils étaient 12 pays membres de la communauté européenne parce qu'il s'agit des années 1990. Mais je reviens sur l'histoire humaine. L'histoire humaine, elle ne se focalise pas certainement et exclusivement sur le territoire du continent européen. D'autres événements historiques, allez-y Christian, oui. La Chine. La Chine, Oui. C'était plein de petits, Quel sens? de petits Oui. États avant et après, c'est un pendant État quel qui a... siècle, oui. Et par quel mode? Par la guerre. D'accord, par la guerre. Mais quel siècle, quelle période historique? 15e, il y avait les trois États là, en guerre, les trois grands États chinois. D'accord. D'autres exemples? Donc, la Suisse. La Suisse, oui, les cantons qui ont formé une sorte de confédération, pas une fédération, mais Oui, une mais- confédération. Ouais, on peut le compter, je pense. Oui. Parce qu'elle formait des cantons, chaque individuellement pour elle-même, lui-même, mais oui, je pense que oui, on peut dire que c'est une fédération. C'est une confédération, Confédération. pas une fédération. Les États-Unis, Mais les États-Unis, bien évidemment. Revenez sur l'histoire des États-Unis. Un peu bah, comment c'est vivait le des, siècle c'est des des 13 colonies au départ. Oui, au départ, puis ils C'était- étaient agrandis, mais il y avait Oui. au moins une partie gouvernée par les Espagnols. Il Oui, y avait une partie gouvernée, la plus large même, gouvernée par la France, et une partie orientale qui était les, soumise à la Grande-Bretagne, etc., etc. Et finalement, ils ont abouti à mettre en place une fédération la plus large d'ailleurs, qui est formée de 250 États. Et c'était par quel instrument on a aujourd'hui cet État, les États-Unis d'Amérique? vous pouvez Ce sont- répéter votre question? Pardon, par quels instruments les États-Unis d'Amérique se sont formés en tant que fédération? Pour combattre l'Angleterre, pour unifier contre un plus grand. Oui, il y avait des partis qui se sont réunis contre la Grande-Bretagne, mais il y avait d'autres partis qui n'étaient pas soumis à la Grande-Bretagne. Ils étaient gouvernés par la France, par l'Espagne, oui. La guerre d'indépendance, le traité d'indépendance, ainsi que Voilà. c'est la première démocratie libérale avec de la séparation des pouvoirs, etc. Et puis la guerre civile aussi. Voyons, donc dans l'histoire humaine, il y avait différentes formes d'unification, différents processus d'unification. Mais apparemment, vous avez commencé par des exemples qui se sont produits dans le territoire de notre continent. Et c'est tout à fait raisonnable de le faire. Pourquoi? Parce que si on compare le continent européen à tous les autres continents, on pouvait dire aussi, donner un exemple avec l'Amérique latine et Le Brésil. la République gouvernée par Simon de Bolivar. Oui, le Grande Colombie. Voilà, la Grande Colombie qui plus tard s'est séparée d'ailleurs en 3 autres pays, etc., etc. Donc, l'Union européenne quand même est une forme de coopération, d'intégration, d'unification tout à fait particulière. Et donc aujourd'hui, on cherche à établir cette spécificité, on dit uniqueness, cette spécificité de ce qui est l'Union européenne aujourd'hui, parce que selon des collègues politistes, il faut aujourd'hui connaître et comprendre l'Union européenne en tant qu'un régime politique.
Hein. Ils disent, écoutez, aujourd'hui, le développement de l'Union européenne a aussi évalué qu'on peut le comparer à un vrai régime politique parce qu'il existe le pouvoir, il existe la séparation des pouvoirs, il rassemble tout à fait à 100% l'organisation de n'importe quelle fédération, de n'importe quel régime politique. Mais il y a aussi d'autres collègues qui disent, écoutez, ce n'est pas un régime politique, c'est un régime international. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus de bien connaître et étudier l'Union européenne par les biais de la science politique, mais plutôt par les instruments des théories des relations internationales. Néanmoins, aujourd'hui, on va commencer avec... on va chercher la réponse à quelques questions. D'abord, qu'est-ce que l'Union européenne? Est-ce que c'est un régime politique qui est forgé par l'histoire? Et comment les événements historiques ont influencé donc, la construction de l'Union européenne? Quelles étaient les motivations de l'intégration européenne? Et est-ce qu'on peut établir un rapport avec des efforts qui ont été faits même pendant les Moyen Âge sur le continent européen à unifier en quelque sorte le fonctionnement des différentes principautés? Donc aujourd'hui c'est plutôt une approche historique vers le sujet qu'on va suivre parce que ce qui est nécessaire à mon avis c'est de bien comprendre cette logique, ce processus qui a forgé ce phénomène qui est aujourd'hui l'Union européenne. On va commencer par cette première observation que j'ai déjà avancée quand même, que l'Union européenne est une construction politique atypique. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas ni un État au sens classique, hein, ni une organisation internationale. Pourquoi? Parce que si on veut quand même étudier l'Union européenne en tant qu'un État, on va établir que oui, comme chaque État, l'Union européenne dispose des instances politiques nécessaires pour le bon fonctionnement d'un régime politique. Mais tout de suite, on pose la question, si l'Union européenne est un État, l'État émane de la volonté d'un peuple. Et alors, dans la situation de l'Union européenne, c'est qui le peuple? Apparemment, on ne peut pas établir l'existence d'un peuple européen. Et c'est de cette raison qu'il y a toute une école de politistes qui disent, écoutez, il est encore difficile de connaître l'Union européenne par les instruments par lesquels on étudie le fonctionnement d'un État. Ce n'est pas une organisation internationale non plus. Pourquoi? Parce que les organisations internationales classiques, elles sont de type intergouvernemental. Les organisations internationales opèrent dans un cadre institutionnel tout à fait défini, préétabli, mais qui ne développe pas des compétences spécifiques aux instances étatiques. Par contre, dans le cas de l'Union européenne a développé un cadre institutionnel avec un Parlement européen, avec une Commission européenne qui est dite d'être le pouvoir exécutif de l'Union européenne, avec une Cour européenne qui peut prendre des décisions judiciaires
qui sont applicables directement dans le territoire de tous les pays membres de cette. Donc, ce n'est pas une organisation internationale comme par exemple le Conseil de l'Europe, ni l'Organisation des Nations Unies, etc., etc. Voilà, il s'agit donc du fonctionnement d'un système politique particulier qui est d'ailleurs le fruit de plus de 50 déjà, 60 ans de développement spécifique et des interactions tout à fait intenses entre au début 6 pays et puis ça a grandi avec l'élargissement à quelques vagues, aujourd'hui comptant 27 pays membres. Donc les études s'intéressent à l'Union européenne de différents points de vue, bien évidemment. Certains utilisent des outils et des concepts qui sont issus de la science politique, certains des théories des relations internationales, ça je l'ai déjà suggéré. Mais on va suivre dans le cadre de ce cours plutôt l'approche des sciences politiques qui cherche à prendre en considération vraiment les grands avancements dans le fonctionnement de l'Union européenne et le développement du système politique de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, on commence avec, quand même, cette revue historique. Une revue historique qui cherche à établir quelles étaient les préconditions pour le bon fonctionnement des premières communautés européennes qui fut créée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire européenne des peuples qui ont habité le continent européen, on peut tracer déjà un désir d'unification. Un désir d'unification qui a pris quand même différents types de projets et des projets qui étaient en quelque sorte avancés par différentes figures dans l'histoire européenne. Les collègues de l'Europe de l'Ouest avancent comme un premier exemple de cette volonté et désir d'unification l'Empire de Charlemagne. L'Empire de Charlemagne, ça vous dit quelque chose? C'est les Francs. Pardon? C'est les Francs. Oui, c'est le premier empire des Francs. Ouais, oui. Maintenant, c'est sur le territoire d'Allemagne, la France et le Benelux. Voilà, aujourd'hui, à l'époque, l'Empire de Charlemagne incluait les territoires des pays contemporains, l'Allemagne, Benelux, la France et l'Italie, le nord de l'Italie, même la Suisse. Quel siècle Charlemagne a fondé finalement cette première empire européenne? C'est 8e siècle. C'est, voilà, la fin du 8e, début du 9e siècle. Pourtant, les historiens occidentaux, soit par méconnaissance, soit pour d'autres raisons, oublient d'évoquer encore un exemple. Dans la partie orientale du continent, existait encore une formation étatique qui poursuivait les mêmes buts, d'élargir son territoire et d'unifier les populations qui habitaient donc les territoires de l'Orient européen.
c'est quelle formation? De quelle formation étatique je vous parle? Fin du 8e, début du 9e siècle. Est-ce qu'on parle du sud-est de l'Europe ou Oui, sud-est. Vous pouvez le dire sud-est. c'est- non, pardon. Allez-y. l'Empire bulgare Ben oui. pour les peuples slaves? Unir tous les peuples slaves sous un même royaume, empire, ouais. D'abord, le royaume bulgare était déjà construit. Et fin 8e, début 9e siècle, c'est déjà à la veille de l'explosion politique et étatique du royaume bulgare. Avec quoi? Avec le siècle d'or, qui est tout justement la fin du 9e siècle. Donc, il est facile à trouver que sur le continent européen, il y avait donc pendant ce début du Moyen Âge des efforts d'unifier différents territoires et la population qui habitait ces territoires avec un but de construire donc une empire. Et cette volonté, elle était justifiée par quoi? Par la manque de Grande puissance. Oui, les grandes puissances déjà étaient en construction parce que l'Empire romain s'est construite jusqu'à la fin du 5e, début du 6e siècle. Et en plus, il n'y avait pas de frontières de quel type? Actuel qu'on connaît de nos jours? Géographique. L'Europe est un continent tout petit comme taille. Il n'y a pas des montagnes de type qui divisent tout le territoire du continent. Et d'ailleurs, par l'histoire européenne, vous connaissez certainement que toutes les invasions qui venaient sur le continent, elles venaient de ces grands et vastes territoires de l'Est, qui est aujourd'hui Ukraine, Fédération russe, etc. etc. Donc, la taille du continent déjà provoquait ces premiers projets d'unifier des territoires et des peuples qui habitaient sur ces territoires par le biais d'une puissance qui pouvait organiser d'une manière plus structurée la vie des Européens. Donc, divers projets d'unification ont marqué l'histoire européenne. Même si différentes populations, donc des Slaves, mais aussi des Latins, les Francs, puis les Hongrois, les Finnes, etc., qui sont venus sur les différentes populations qui sont venues sur le territoire européen, quand même, le mythe de l'Empire universel est construit dans le contexte européen, fin 9e, début 10e siècle. Et ce mythe qu'il est possible de mettre en place un empire universel a marqué une dizaine de siècles, depuis Charlemagne jusqu'à Napoléon, qui était à peu près le dernier empereur qui a poursuivi ce projet et unifié les territoires et les populations par le biais de la force et de la guerre. Mais on sait très bien comment est-ce que ce projet napoléonien a fini. Les guerres de Napoléon, à quel degré il a avancé dans l'unification des territoires européens, à votre avis? Je dirais pas mal, vu qu'il y avait
la, comment ça s'appelle, code de la loi, code de... Non, je me pose la question. L'invasion faite par Napoléon, elle a abouti jusqu'où? Napoléon a essayé de conquérir Voilà. le Moscou. Oui, donc les forces de Napoléon, Oui. elles étaient aussi efficaces qui, dans certaines années, ont fini par La guerre avec la voilà, attaquer justement la capitale russe Russie. pendant cette période. Donc, c'était un projet au début assez efficace d'unification par force et par guerre. À vrai dire, Napoléon est conçu aujourd'hui, par exemple, comme un homme politique qui a provoqué une certaine modernisation dans les pays européens, parce que non seulement la guerre, c'est l'expulsion, c'est l'invasion, etc., mais il a introduit aussi l'organisation administrative. Il est vu comme un personnage qui a fait possible l'unification de l'Italie, etc., etc. Néanmoins, comme vous voyez, il y avait différentes figures dans l'histoire européenne qui ont poursuivi d'abord ce premier projet qui est de l'Empire universel qui peut être construit sur le territoire des pays européens. Donc, on voit comme un concept central dans ce projet, justement, cette nostalgie ou bien cette idée donc, de promettre une puissance par l'unification et d'assurer donc la sécurité et la gloire impériale des peuples qui sont inclus dans la construction de cet empire. Et comme vous le savez assez bien de l'histoire européenne, les grands empires ont vraiment marqué le paysage politique européen pendant le 18e, 19e siècle. Au début du 19e siècle, ils étaient combien et lesquels étaient les grands empires européens qui ménageaient non seulement toute vie économique et politique sur le continent européen, mais même à l'échelle globale. C'était 19e siècle? Oui, début 19e siècle. Je dirais l'Angleterre. L'Angleterre, le Royaume-Uni. L'Angleterre, c'est Grande-Bretagne. Ouais, non, c'est le Royaume-Uni, non? Oui. Grande-Bretagne, c'est l'île principale, mais si vous incluez l'Irlande, ça devient le Royaume-Uni. D'accord. L'Irlande du Nord. C'est la même. Non. Écoutez, donc Grande-Bretagne ou bien le Royaume-Uni, peu importe, c'est le même pays. Oui. Voilà, c'est le même empire, la seconde empire européenne de cette période. Austro-hongrois aussi. L'empire austro-hongroise qui s'est construite au centre du continent européen avec le capitale Vienne et avec aujourd'hui donc les territoires englobant les territoires des pays contemporains comme la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, l'Autriche, la Croatie, Bosnie-Herzégovine, etc. Même le nord d'Italie. Troisième empire européen. La Russie. La Russie, l'empire russe. La Prussie. Voilà, la Prussie était en train de se former comme la puissance locale sur les territoires des pays qui étaient habités par des peuples allemands. Oui. Mais à la fin du 19e siècle, elle est devenue déjà une puissance. La France. Et la France. Donc vous avez 5 empires européens, les 5 puissances globales. Les Ottomans, c'était toujours ou pas?
les Ottomans, ils n'étaient pas considérés comme une puissance et empire européenne. L'Espagne. Oui, l'Espagne, à quelques instants, était inclus comme, disons, un acteur important. Mais néanmoins, comme vous voyez, dans le 18e, 19e siècle fut marqué par l'existence. Donc il y avait dans différentes parties du continent cette nécessité de former un empire qui émane la puissance, la sécurité et la gloire. Hein. Ça, c'était réalisé dans le cadre de 5 différents empires sur le continent européen. Néanmoins, il y avait un autre mythe qui était partagé par les hommes politiques et les hommes étatiques des principautés et des territoires qui soit militaient pour leur autonomie de l'empire dont ils faisaient partie, soit étaient les représentants des cercles philosophes de la période des lettres. Donc, le mythe de l'union pacificatrice était répandu pendant le 14e, 15e siècle déjà, et qui était puis repris dans la philosophie d'abord de Emmanuel Kant. Je suis désolée, apparemment il y a une faute de frappe ici. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui était le premier à publier un ouvrage qui est intitulé Un mémorandum sur une paix perpétuelle en Europe. Mémorandum pour une paix perpétuelle en Europe. Publié à la fin du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, le philosophe allemand, insistait que une paix perpétuelle est possible entre les peuples européens dans le cas où on construit une fédération d'États souverains. Donc la formule philosophique, si vous voulez, de ce qui est la fédération européenne est construite par Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, il a souligné le fait que cette fédération, cette paix perpétuelle entre les peuples européens, elle repose sur l'échange de produits et de marchandises entre les peuples européens. Donc, cette philosophie était plus tard reprise par des philosophes et des hommes politiques européens, comme par exemple Saint-Simon, puis par Aristide Briand, qui est un homme politique français de guerre, puis par Jean Monnet, qui est le père fondateur, il est considéré comme le père fondateur des premières communautés européennes qui se sont développées puis transformées en Union européenne. Donc, la formule clé de cette démarche est faire l'Europe, c'est faire la paix. Ou bien on peut le dire de la manière suivante. Si on veut instaurer une paix constante entre les peuples européens, il faut trouver le moyen d'unifier, d'intégrer donc les volontés, les aspirations des peuples européens. Et il existe encore un troisième mythe, celui-là est plutôt au niveau spirituel, et il repose sur les valeurs communes des peuples qui habitaient le continent européen. Pourquoi? Parce que tous les peuples, ils adhéraient au christianisme, donc la religion qui, en quelque sorte, a produit donc un espace culturel commun. Donc, dans ce contexte historique, il se dégage 3, même 4 projets politiques
pour la mise en place d'une Union européenne. D'abord, l'Empire universel, second, l'organisation fédérative, ou une certaine confédération d'États plus ou moins poussée pour résulter à la mise en place d'une grande fédération européenne. Troisième forme, c'est le fameux concert européen dont je vous ai parlé la première fois qu'on s'est rencontrés dans le cadre de ce cours. Le concert européen des puissances était la forme de concertation entre les 5 puissances européennes tout au long du 19e jusqu'à la 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le concert européen des puissances a mis en place un équilibre plus ou moins organisé dans le cadre de ce qui est connu aujourd'hui sous le nom le système du Congrès de Vienne. Qu'est-ce que ça veut dire le Congrès de Vienne? Le Congrès de Vienne est convenu en 1815, juste à la fin, après la fin des guerres napoléoniennes. C'était la première fois où les puissances européennes se sont rencontrées pour mettre en place un accord. Comment est-ce qu'on va ménager tous les conflits potentiels ou bien réels pendant cette période de l'après-guerre napoléonienne. Et donc, c'est le Congrès de Vienne qui a mis en place les procédures de prise de décision et de concertation entre les grandes puissances. Et donc, je vous ai déjà indiqué que au moins un pays fut né par les décisions prises par les grandes puissances dans le cadre de ce concert européen. C'est justement la décision de créer la Belgique. Le royaume belge fut créé en 1830 après une décision du concert européen. Pourquoi? Il y avait des tensions entre les Pays-Bas et la France sur des territoires, des régions voisines. Quelle était la décision pour apaiser ce conflit potentiel et pour mettre en place un équilibre plus ou moins avancé? C'est de créer un nouveau État. Mais faites attention, créer par le haut, par la décision des 5 puissances, un nouveau État, c'est en forme de principauté. Donc les empires prennent une décision pour créer une nouvelle principauté qui apparemment va être dirigée par un représentant d'une famille impériale européenne et qui va suivre le même modèle de fonctionnement comme les grands empires. Le concert européen, il fut présent même lors de la guerre russe sur nos territoires, dont on a fêté et célébré demain le succès de cette guerre russe-ottomane. D'ailleurs, cette guerre, elle était aussi la décision des grandes puissances. Que quelqu'un doit donner une leçon à l'Empire ottoman à la suite des grands massacres qui étaient faits dans les territoires bulgares
pour oppresser l'insurrection d'avril de 1876. Voilà, la guerre russo-ottomane qui finit le 3 mars 1877 par l'accord de Saint-Stéphane. L'accord de Saint-Stéphane n'a jamais été appliqué directement. Pourquoi? Parce que c'était un accord préliminaire. Et si on dit dans les relations internationales préliminaires, qu'est-ce que ça veut dire préliminaire? Parce qu'il doit être approuvé par les grandes puissances, approuvé par les membres du Congrès de Vienne. Et donc, ils ont convenu en congrès à Berlin, au mois de juin, quelques mois après la fin de cette guerre, et la décision qu'ils ont adoptée, c'est qu'on va créer d'abord une principauté bulgare au nord de la montagne des Balkans. On va créer donc une autre principauté, la Roumanie, mais qui sera toujours en quelque sorte gouvernée ou bien soumise à la grande porte. Et on n'a pas touché le reste des territoires qui étaient habités par une population expressément, ethniquement plutôt bulgare, qui est la partie macédoine. Donc, c'est justement le concert européen qui a rédigé tous les rapports et la création des nouveaux États tout au long du XIXe siècle. Mais le concert européen est fini avec la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale a ouvert, je l'ai indiqué la dernière fois, a ouvert le temps et l'espace pour les relations internationales d'un nouveau type sur le continent européen. D'abord parce que, avec la fin de la Première Guerre mondiale, on a vu la création de nouveaux États indépendants et on a vu la naissance de la première république type démocratique sur le continent européen. Est-ce que vous avez une idée? Quel pays est créé avec une décision prise à la fin de la Première Guerre mondiale? Et d'après cette décision, c'est un pays qui est république. Et en plus, ils ont cherché à mettre en place vraiment un type de démocratie. D'abord, quels sont les pays qui sont créés après la Première Guerre mondiale, les pays européens? L'Islande, je pense, mais il était plus tard dans le temps. Après la Première Guerre mondiale. Ouais. Les États austro-hongrois, les États sous l'Empire austro-hongrois, Ils sont l'Autriche, lesquels? la Slovénie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et l'Hongrie et l'Autriche. L'Hongrie, voilà, l'Autriche. Il y avait d'autres pays qui étaient aussi créés après la fin de la Première Guerre mondiale. La Monténègre. Pardon? Monténègre. Le Monténégro, oui. Ça faisait partie de La Yougoslavie. principauté serbe. Les trois pays baltes. Les trois pays baltes sont issus aussi de la décision finale après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, de tous ces pays, lequel était créé en tant que république? Excusez-moi.
Allez-y, il faut connaître quand même l'histoire européenne. Oui. Hmm? Non, je sens dit, vous avez une idée? Moi, certainement, je sais très bien quel est ce pays. Et je vous pose la question pour en réfléchir. Hein. Vous pouvez trouver la réponse juste en réfléchissant. Oui. Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, oui. Ah, j'ai dit Tchécoslovaquie. Oui, vous avez dit, je vous ai posé la question, quels étaient les pays qui ont été créés? Mais puis la question, lequel de ces pays était une république? Ah, ok. Voilà, Ouais. c'est la Tchécoslovaquie. Je vois. Voilà. Parce que, donc, de nouvelles tendances ont déjà marqué donc, cette période. On n'a pas plus continué à mettre en place donc, des nouveaux principautés, mais il était tout à fait déjà naturel pour ce pays qui sont construits à la fin de la Première Guerre de lui-même prendre la décision sous quelle forme. Et c'était d'ailleurs le pays le plus fragile. On le sait de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'était le pays qui était le premier d'être attaqué par les nazis. Hein, et cette partie territoire des Suèdes en Tchécoslovaquie. Voyons donc. Excusez-moi, on est où? Voilà, on est là. Et donc il y avait encore une quatrième thèse. Une quatrième thèse qui a circulé entre les élites économiques, politiques et culturelles et intellectuelles dans les pays européens entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, c'est que on peut essayer de mettre en place un système de paix entre les pays européens si on met en place de manière effective, voilà, le fonctionnement d'une zone de libre-échange ou bien des projets qui cherchaient à mettre en place une intégration économique entre les pays. Donc cette palette de différentes idées qui circulaient vraiment entre les élites européennes a quand même forgé une grille de compréhension que chaque effort à mettre en place une forme de coopération entre des pays égaux, hein, non pas dans une forme d'un empire, mais une coopération efficace à l'intérêt de tous les pays. Dans ce cadre, il faut quand même avoir l'idée que on doit trouver le moyen de mettre en place une assemblée commune où tous les peuples de tous les pays qui vont joindre cette nouvelle formation, tous les peuples seront directement représentés. Pourquoi? Parce qu'on doit établir ce lien entre le pouvoir et les citoyens. Puis, il fallait quand même penser à mettre en place un conseil d'État où chaque État, au niveau de son gouvernement, serait représenté dans une institution qui serait plus efficace dans les négociations entre les États et la prise de décision. Quel est l'intérêt commun? Comment avancer sur des sujets d'intérêt commun? Troisième composante de cet cadre imaginaire pour une unification effective européenne, c'est de mettre en place un tribunal d'arbitrage. Un tribunal d'arbitrage, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système de type judiciaire, mais qui va arbitrer au cas où il y aura des tensions entre les pays qui vont créer cette nouvelle formation. Et en plus, c'est ça l'arbitrage. Donc, des juges vont arbitrer qui a le droit donc, de poursuivre voilà, les tâches communes
ou bien de se soumettre aux décisions de l'Assemblée commune et du Conseil d'État. Quatrième composante de ce projet idéal, c'est de créer une armée commune. Armée commune qui assurera la sécurité, mais aussi la défense de cette nouvelle formation sur le continent européen. Cinquième composante, cinquième pilier de cette nouvelle formation, c'est la monnaie commune. Donc, pour qu'on facilite le développement économique et la cohésion entre les États, il faut mettre quand même une monnaie commune qui va faire un effet dynamisant pour le fonctionnement des économies. Et finalement, on s'est mis en accord dans un concept abstrait de cette future communauté européenne que ce qui est le plus nécessaire, c'est de mettre en place des politiques économiques communes et des politiques éducatives communes. Donc cette idée, ce projet, comment construire un type de communauté européenne sur la base de ces 6 composantes, 6 piliers, a circulé entre les élites européennes. Il y avait donc des discours non seulement dans les milieux politiques, mais aussi dans les milieux militaires, dans les milieux économiques, dans les milieux intellectuels, etc., etc. À la fin, ces discussions, ces discours sur l'échelle nationale, mais aussi sur l'échelle européenne, ont abouti à la question. Bon, pour avoir une nouvelle formation qui serait efficace, qui va produire une paix stable pour tous les peuples et tous les États qui y adhèrent, faut-il donc créer cette nouvelle communauté en forme de fédération? Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà l'exemple des États-Unis. Une grande partie de l'élite économique européenne faisait déjà commerce aux États-Unis. La plupart d'entre eux, ils sont allés là-bas, ils ont étudié comment est-ce que la dynamique économique des États-Unis est forgée, quels sont les facteurs qui donnent de plus d'angine, si vous voulez, dans le fonctionnement économique. Et parce que les États-Unis, ils fonctionnaient déjà en tant que fédération, donc la grande question pour les élites européennes, qu'est-ce que le fédéralisme? Doit-on sauter tout de suite à la mettre en place d'une fédération européenne? D'abord, le fédéralisme est un projet politique assez efficace parce qu'il donne cette capacité d'unité dans la pluralité. La pluralité, elle est évidente parce que vous avez au moins 25 différents peuples sur le continent européen qui en plus maîtrisent différentes langues, même si ils ont en commun le même set de valeurs du christianisme. Les 3 principes du fédéralisme qui étaient conçus comme les instruments les plus importants. D'abord, le principe de immédiateté. Qu'est-ce que ça veut dire, immédiateté? Le principe de immédiateté, c'est un principe plutôt spécifique au sens de gouvernance et au sens de prise de décision politique. Immédiateté, ça veut dire que on prend les décisions au niveau le plus immédiat aux intérêts des citoyens.
Donc, si vous voulez prendre des décisions qui touchent sur la vie quotidienne des citoyens, vous n'allez pas prendre cette question dans la capitale, donc au niveau fédéral, mais vous allez prendre cette décision au niveau qui est immédiatement connecté avec la vie quotidienne de vos citoyens. Le second principe, le principe de la suppléance. C'est quoi la suppléance? Je vais le traduire. Suppléance. Bon. Sans traduction, mais juste au sens large. Allez-y, personne ne connaît pas le mot? Supplier, supplier. Ça provient du verbe de se supplier. Oui, Le management des ressources. oh, oui, en quelque sorte, oui. Donc la suppléance, dans le sens du fédéralisme, ça veut dire que chaque niveau de prise de décision doit être doté des pouvoirs spécifiques et efficaces vis-à-vis l'aménagement des ressources. Donc, le fédéralisme est vraiment un régime suppléant parce que, ce qui est le contraire, le régime unitaire de fonctionnement d'une communauté politique est beaucoup plus rigide. Parce que au top, vous avez le pouvoir décisionnel qui a les instruments à directement mesurer, mais aussi directement impliquer les décisions politiques. Dans un contexte fédéral, vous avez donc une différente modalité. Et le troisième principe, le principe de la subsidiarité, le principe de subsidiarité veut dire que le niveau fédéral a le droit de prendre des décisions qui lui sont strictement conférées et il peut le faire seulement dans le cas où, au niveau national, donc les différentes entités qui forment la fédération, les pouvoirs n'ont pas fait les démarches de prendre cette décision politique. Le fédéralisme est marqué par trois grands théoriciens. Althusius, donc j'espère que vous avez déjà parlé avec mon collègue Kromzarkov dans le cadre du cours que vous avez eu sur le droit introduction au système de droit. Il y a aussi Montesquieu, qui est le philosophe français qui a introduit le concept de division des pouvoirs. Parce que sans le concept de division de pouvoir, on ne peut pas expliquer donc, les principes du fédéralisme. Et finalement, un autre philosophe français, Pierre-Joseph Proudhon. Pourquoi est-ce que j'évoque les philosophes? Parce que leur pensée était reconnue d'avoir un impact immédiat, surtout sur les milieux politiques, intellectuels des pays européens de l'après-Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, les projets fédéralistes d'unification dans l'histoire européenne. Donc, on peut citer d'autres projets qui certains étaient assez efficaces. Mais d'abord, mettre en place un projet d'unification fédéraliste, ça veut dire
créer une fédération par le bas. Ça veut dire créer une fédération avec la volonté des pays qui vont la construire et qui vont y adhérer. Donc ça veut dire que vous devez négocier la création de cette fédération et que toutes les entités qui vont faire partie de cette fédération sont d'accord. Donc, ils conçoivent de la même manière cette fédération future. Donc on voit différentes expériences de fédéralisme dans l'histoire européenne. Il y avait plusieurs confédérations. Victor nous a déjà cité la Suisse. Mais pendant les Lumières, il y avait d'autres exemples. Il y a aussi des expériences allemandes avant la création de l'État allemand fin 19e siècle. Il y a des projets d'unification européenne d'entre-deux-guerres. D'abord, c'est la Société des Nations, cette première organisation internationale qui fut établie en 1922, qui est le prédécesseur des États-Unis aujourd'hui. D'abord, ensuite, le mouvement Pan-Europe, qui a été créé en 1926 par les élites européennes qui cherchaient à construire vraiment un nouveau modèle de coopération dans un contexte post-guerre. Et donc, j'espère que je vous ai déjà parlé que dans ce mouvement pan-européen, créé par un congrès convenu à Vienne en 1926, il y avait même des hommes politiques bulgares qui étaient présents. Et l'un parmi eux a même présidé l'un des groupes de discussion. C'est le professeur Ivan Shishmanov. J'espère que vous connaissez ce nom. Un intellectuel, un ministre d'éducation de quelques gouvernements bulgares. Un intellectuel qui maîtrisait le français, l'anglais, l'allemand, qui était formé en Europe, etc., et qui était déjà l'une des figures bulgares qui participait d'une manière très active dans les discours sur la création d'une communauté européenne plus efficace dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi des projets économiques. D'abord, les Allemands ont, avant, bien évidemment, 1933, il y avait une idée lancée par des milieux économiques allemands de forger une sorte de coopération économique tout au long du Danube. Danube comme une rivière qui traverse le continent européen de l'ouest à l'est et qui passe par le territoire de combien de pays européens? Danube. Allez-y. La géographie européenne est aussi importante que ça. Il y a l'Allemagne déjà, elle parle de l'Allemagne, le Danube, ça passe par la Tchéquie. Voilà, on va compter. Donc, Ça descend. Tchéquie, non. Non? Non. Autriche. Slovaquie. Oui, Slovaquie, oui. ouais, Slovaquie. Hongrie, c'est sûr, oui. 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 Serbie, Oui. Bulgarie et Roumanie. Ben, vu qu'ils sont des deux côtés. Ouais. C'est tout. Pardon? C'est tout. Non, il y a encore. Il y a aussi Ukraine et Moldavie. Voilà. Donc, parce que c'est une rivière qui traverse à peu près tout le continent. Hein. Il y avait, et en plus, et là, il y avait des moyens donc de
de faire une interconnexion entre le Danube et le Rhin, la seconde rivière grande en Europe, qui traverse l'Europe du nord au sud, presque. Voilà, donc il y avait cette idée qu'on va utiliser la navigation qui est tout à fait un prix assez bas, et ça va stimuler la production, la commerce, etc., etc. Donc il y avait des projets d'intensifier le redressement économique après la fin de la Première Guerre mondiale par des projets économiques qui exigeaient déjà la coopération plus proche entre les différents pays. Il y avait aussi un vrai projet politique même. En 1930, Aristide Briand, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Troisième République française, il s'est présenté devant la Société des Nations et il a proposé un projet pour la création d'une Union européenne. Donc c'est le premier projet politique qui justement cite cette idée de créer une Union européenne. Dans ce projet français, l'idée était qu'on va créer un marché commun entre la France et l'Allemagne et que tous les autres pays européens qui sont intéressés, voilà, ce marché est ouvert à adhérer à tous les pays européens qui sont intéressés. Cette Union européenne qui se base sur le bon fonctionnement d'un marché commun va être gérée par une coprésidence entre la France et l'Allemagne. Et cette Union européenne va être dotée d'une assemblée parlementaire, d'un conseil d'État, mais sans avoir une armée commune ni un tribunal d'arbitrage. Néanmoins, c'était une idée assez innovante. La discussion entre les milieux politiques a commencé cette même année 1930. En 1931, on a commencé même de négocier sur un projet d'accord pour la construction de cette Union européenne. Mais malheureusement, en 1932, Aristide Briand est décédé et il n'y avait pas une figure politique assez forte qui pouvait finaliser donc, cette idée. Et en même temps, en 1933, vous savez très bien de l'histoire, il y a déjà le parti nazi qui a gagné le pouvoir en Allemagne. Donc, l'idéologie et l'optique, comment restaurer l'économie allemande, s'est transformée d'une manière radicale. Donc, ce premier projet d'unification sur la base de redressement économique a échoué. Il y avait même des intellectuels européens qui ont vraiment poussé donc, le discours sur le concept de l'Europe unie. C'est notamment quand Richard Coudenhove-Kalergi, un diplomate autrichien, qui a publié cette fameuse publication Pan-Europe. Il a repris justement la philosophie de Emmanuel Kant, instituant que l'Europe unie est la seule réponse à la vision la plus pessimiste de la civilisation comme un résultat de toutes les victimes et donc de toutes les défaites des milieux militaires et politiques après la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà justement le projet de Aristide Briand dont je vous ai déjà parlé. Il y avait aussi, même pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, les milieux politiques ont continué à explorer ce modèle de créer des communautés d'États qui ont un intérêt en commun dans le développement post-guerre. Les premiers, c'était les Benelux, les trois pays, la Belgique, les Pays-Bas et Luxembourg.
qui, en 1942, leur gouvernement en exil, donc le gouvernement belge, dont le premier ministre en exil était Paul-Henri Spaak, les Néerlandais, leur gouvernement était aussi en exil à Londres. Pareil pour le reste des élites politiques qui étaient envahies par les troupes nazies. Hein, ils vivaient en exil à Londres. Donc, Paul-Henri Spaak a lancé un projet pour la mettre en place d'une union douanière entre les trois pays, plus la création d'un marché commun entre eux sur la base du principe de la solidarité réelle. Donc, ce projet de créer une première union douanière fut finalisé en 1948. Et donc, depuis 1948, vous avez la première communauté toute petite de trois pays qui déjà existait et fonctionnait en Europe. Pendant la résistance, il y avait d'autres projets plutôt de type politique, de type de manifesto, comme par exemple le manifesto pour la création d'une fédération européenne. Cette déclaration qui est lancée par Altiero Spinelli, un homme politique italien, de la résistance italienne. Il y avait pareil une déclaration lancée par le mouvement français de libération nationale, le projet de fédération européenne de 1943, etc., etc. Donc, comme vous voyez, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, une pléiade de différentes déclarations, de différents projets qui ont vraiment ont créé voilà, ce contexte très favorable pour la mise en place d'un nouveau type de coopération entre les États européens qui est à la base de la communauté européenne et plus tard de l'Union européenne. Donc la renaissance de l'Europe a commencé tout de suite avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais d'abord la fin de la Seconde Guerre mondiale fut conçue comme un vrai tournant dans l'histoire européenne. Les historiens, mais aussi les politistes, ils sont tout à fait d'accord que l'année 1945 a changé la trajectoire politique de l'Europe. Pourquoi? Parce que apparemment l'Europe des temps modernes a produit 2 guerres mondiales, a produit des désastres et des monstres faits par les hommes politiques qui n'étaient pas, en quelque sorte, il était presque impossible de concevoir donc cet usage de force militaire à tuer non seulement l'armée de votre adversaire, mais à finir cette Seconde Guerre mondiale avec 50 millions de morts, dont 2 tiers étaient des hommes civils. 2 tiers, ça veut dire quelques 30 millions de personnes qui ont été tuées soit dans le cadre de l'Holocauste, soit comme des victimes. Comment on dit ça en français? Génocide? Pardon? Génocide, non? Génocide. Le Holocauste était un génocide, mais ça veut dire les victimes civiles. Ils ne sont pas des... Les Holodomor. Non, ça se dit... Il y a un terme spécifique. Le Holodomor, c'est pas les... За кое говорите? Цивилните жертви на войната, които се водят, те не са потърпевши. Има един термин, както да е. Collatéral? Oui, voilà.
à la fin de cette guerre, on a réalisé que les deux guerres, la première et la seconde, ont ruiné aussi l'hégémonie et les certitudes de la civilisation européenne qui fut forgée déjà plus de 1000 ans. Puis, on a réalisé que le concept de l'État-nation a vraiment échoué. Tous les événements politiques qui ont suivi la Première et la Seconde Guerre mondiale. On dit que l'État-nation a basculé dans l'impérialisme et puis dans le militarisme inattendu. Pourquoi est-ce qu'on a cherché à construire un bilan de tout ce qui était l'Europe pendant les premières 4 décennies du XXe siècle? Parce que c'était la période la plus intense dans l'histoire européenne, mais qui a produit donc des résultats vraiment monstrueux. On a parlé aussi d'un traumatisme moral qui a frappé les milieux intellectuels, politiques et européens. Qu'est-ce que ça veut dire le traumatisme moral? Le traumatisme moral, il s'agit d'une situation où les Européens ne pouvaient pas expliquer comment la civilisation chrétienne, qui est fondée sur le concept de l'individu, qui est au centre de cette philosophie, elle s'est développée d'une telle manière qu'elle a produit à la fin plus de 60 000 victimes des deux guerres qui ont été organisées sur le territoire du continent européen. En plus, on a aussi affronté une sorte d'incertitude politique après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les décisions politiques prises par les 3 grands hommes vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc Roosevelt, Churchill et Staline, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de diviser l'Europe en 2 sphères d'influence, et donc on n'a jamais, en quelque sorte, prévoyé donc des parcours pareils dans le fonctionnement du continent européen. Néanmoins, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu changer vraiment le contexte de fonctionnement de l'État et en plus les grandes exigences de cette renaissance européenne qui fut proclamée pour la première fois par Winston Churchill, qui déjà n'était pas Premier ministre britannique, mais néanmoins qui a continué d'être conçu comme une figure clé, une figure politique clé au niveau global. D'abord, il fallait trouver le moyen d'affronter le déclin mondial de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à discuter le déclin mondial de l'Europe? Parce que avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui est devenu apparent? Les colonies, les Européens ne peuvent pas tenir leurs colonies. Voilà, les Européens ne pouvaient plus retenir leurs colonies, mais au début, oui. Surtout que c'est la première fois qu'ils deviennent dépendants des États-Unis avec le plan Marshall, par exemple. Ils deviennent dépendants de d'autres pays pour investir dans la reconstruction du continent européen. Oui, en plus, non, mais avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est devenu évident, c'est que sans le soutien des États-Unis, l'Europe aurait été perdue. Donc il y avait une nouvelle puissance mondiale et globale. Sauf que pendant des siècles, l'Europe était le continent qui gouvernait
le monde entier, avec les colonies, avec les rapports spécifiques, etc., etc. Donc, affronter le déclin mondial de l'Europe au sens géopolitique, mais aussi au sens économique. Pourquoi? Parce que c'était l'Europe qui était détruite. Son infrastructure industrielle était détruite. Ses réseaux transfrontaliers, mais le transport était détruit. Second, on a pris la conscience d'une solidarité commune qui est nécessaire pour affronter le premier défi, le défi de cet déclin mondial de l'Europe. On a commencé donc à discuter d'une manière très active, mais très active, comment trouver les voies donc, et les moyens d'une solidarité renforcée entre les États européens pour remettre leurs économies et leurs sociétés, leur développement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et tout justement, il y avait le plan Marshall dont Ivan nous a indiqué. Le plan Marshall, c'est quoi? Le plan Marshall, c'est une décision prise par le Congrès américain de aider économiquement, de financer le redressement économique des pays européens qui restaient en dehors de l'influence de l'Union soviétique. Donc ils ont financé, avec une décision du Congrès américain, ils ont créé le plan Marshall selon l'homme politique qui l'a présenté comme une initiative. Donc le plan Marshall a commencé à produire donc des résultats dès la fin des années 40. Pour en conclure aujourd'hui, quand même à la fin des années 40 du XXe siècle, avec la fin de 2 guerres mondiales qui ont tenu place sur le continent européen, avec toutes les confrontations, avec tout cet héritage de tensions, de grandes puissances, de concertation, etc., etc., à la fin, donc, les pays européens, les États-nations ont pris la connaissance et la conscience de leur impuissance d'assumer séparément le destin de leur peuple dans un contexte aussi sévère que celui à la fin des années 40. Donc c'était un contexte particulier qui a vraiment stimulé un nouveau regard, une nouvelle approche dans les relations interétatiques qui a fait possible la création des communautés européennes. Donc, comment est-ce que tout s'est passé et la construction de ces communautés et de leur transformation vers l'Union européenne, on va le discuter la prochaine fois. Des questions? Non. Pas de questions. Bon, merci pour vous d'être venus. Même pendant cette journée qui est dans...